c'était annoncé sur le document que vous avez reçu. Tout le monde reçoit bien les documents. Il va commencer par montrer comment l'Union européenne a construit cette idéologie des piliers de ressources. La parole est donc à Gaël Coran. J'arrive. Toujours quand on est présenté, on va immédiatement Modifier sa présentation. Alors, c'est vrai que je travaille plus sur l'Union européenne que sur le système de protection sociale français. Et travailler sur l'Union européenne, enfin, dans une discipline qu'on va appeler la science politique, mais parce qu'on confond science politique avec les lieux où ça s'enseigne, et en fait où on enseigne assez peu de sciences politiques, mais plus le vadémécum pour réussir au concours, donc ce qu'on appelle les Sciences Po. Donc la science politique, c'est une science sociale qui, en tant que telle, qui se rapproche quand même beaucoup de la sociologie si on enlève un certain nombre de spécificités qui ne sont pas si énormes que ça. Donc, en gros, c'est de ce point de vue-là que je vais parler, enfin de cette position-là que je vais parler, sachant que j'ai à la base quand même une formation très juridique. Enfin, j'ai une formation, j'ai fait du droit. Ce qui veut dire que ça tombe assez bien, parce que, on va le voir quand on parle de l'Union européenne, la première des erreurs, c'est de concevoir l'Union européenne comme un État, comme une structure qui a une compétence générale. En fait, l'Union européenne, ça a une compétence spécifique, avec deux projets historiquement qui sont succédés. Le premier, c'était le marché commun devenu marché unique, ça de 57-86, avec une étape qui n'est pas très bien comprise, mais qui est très importante, qui est 79, un arrêt de la Cour de justice. Et puis le deuxième projet, vous le connaissez, c'est la monnaie unique. Et le droit, pourquoi aussi c'est important? Parce qu'en fait, c'est le principal vecteur par lequel l'Union européenne agit concrètement dans les États. Je veux dire, vous savez, tout le monde dit tout le temps que la Commission européenne a moins de fonctionnaires que la ville de Paris, mais en gros, elle n'a pas les moyens humains, si vous voulez, pour gérer la population, les 660 millions, quelque chose comme ça, de gens qui habitent un pays de l'Union européenne. Elle n'a pas les moyens financiers non plus, puisque les grandes années, le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB de l'ensemble des économies de la zone. Mais par contre, ce qu'elle a comme capacité à agir, c'est qu'en fait, par l'admission de deux principes généraux qui ont été élaborés par la Cour de justice, qui sont l'application directe du droit européen, et deux, la primauté du droit européen sur le droit national, les fonctionnaires nationaux ont en fait deux métiers, on serait tenté de dire, appliquer le droit national, deux, appliquer le droit européen. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va conditionner un petit peu la manière dont il faut lire les initiatives européennes. Donc il faut lire ce que l'Union européenne fait. On peut trouver le pire ou le meilleur dans les discours de l'Union européenne, mais la première question à se poser, c'est en fait quelle est la valeur juridiquement contraignante de ces discours. Est-ce qu'on est face à quelque chose dont, je disais, c'est l'une des missions pour les acteurs publics nationaux de l'appliquer, ou alors est-ce que c'est un discours à vocation très générale qui va expliquer qu'il faut en même temps augmenter les pensions tout en diminuant les cotisations. Enfin, il y a plein de trucs que vous pouvez lire qui mixent une grande partie de la novlangue contemporaine. Mais la vraie question, je voudrais revenir là-dessus, c'est la question de la performativité juridique des discours qui sont tenus. Et quand on est là-dedans, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a, même si l'expression est mal choisie, force de loi, et ben c'est là qu'on retrouve cette histoire. Alors vous avez vu avec Nicolas Castel, c'est quoi les trois piliers, leurs origines suisses. Il vous en a parlé des origines suisses, des trois piliers?
Non. Au tout début. Puis on a surtout parlé des 2 premiers piliers. D'accord. Au tout début, les 3 piliers, mais je ne vais pas y revenir là-dessus parce que c'est plus un boulot que les économistes ont fait. Et moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est quand l'Union européenne utilise d'une manière performative, je le dis, cette catégorie des piliers pour décrire et du coup contraindre ce qui se passe au niveau national. C'est Mathieu Lemgruber, je mettrai après, j'enverrai les références, qui est justement un Suisse qui a travaillé sur le sens qu'a cette division en piliers en Suisse et comment ça a été utilisé comme un outil de cantonnement de la répartition. Donc l'origine historique, historique, on va dire que c'est ça, et puis à un moment donné, ça a circulé dans un certain nombre d'organisations internationales, dont la plus connue c'est la Banque mondiale, qui a fait donc un rapport en 1994. 12. Oui, je pense. Oui. Advertising the Old Age Crisis, donc qui était consacré effectivement à la diffusion de ce schéma en piliers. Le plus de l'Union européenne, c'est pas de rajouter à la diffusion de cette notion ou de la modifier d'une manière importante, c'est véritablement de le faire rentrer dans le droit européen. De le faire rentrer dans cet espace juridiquement contraignant dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il y a 2 instances où ça va se jouer, il y a 2 moments où ça va se jouer, au tournant des années 90, des années 90 et 2000. Il y a d'une part le projet de directive qui est amené par Sir Leon Brittan, qui est à ce moment-là commissaire chargé, je revérifierai, alors c'était la DG15, ça doit être le marché intérieur, si ma mémoire est bonne, d'établir un marché intérieur des fonds de pension. Et pour établir un marché intérieur d'un fonds de pension, il faut d'abord définir c'est quoi un fonds de pension, puisque c'est une notion qui se comprend assez bien pour un Anglais, un petit peu pour un Néerlandais, mais pour les autres, c'est un peu difficile à comprendre. Donc il faut donner des règles juridiques qui soient suffisamment compréhensibles et claires. Ça, c'est le premier espace. Le deuxième espace, c'est celui de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est un espace qui est très important et une arène politique qui est très largement sous-estimée, parce que finalement aussi, parmi ceux qui décrivent, les académiques qui parlent de l'Europe, on a tendance à dire que les politistes s'occupent de ce qui est politique, conseil, commission, etc. Les juristes s'occupent de ce qui est juridique, la Cour de justice. Et on n'a pas assez l'habitude, même s'il y a un certain nombre d'auteurs, mais il faut peut-être plus aller chercher du côté des États-Unis pour trouver des lectures vraiment intéressantes de ce côté-là, un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur l'aspect politique du travail de la Cour de justice. Et donc il y a un va-et-vient entre ces 2 instances et ces 2 moments, ces 2 projets qui ne sont pas exactement les mêmes. D'un côté, la direction générale en charge du marché intérieur qui veut faire avancer ce projet de directive fonds de pension et qui se pose dans la perspective donc, de construire ce marché intérieur des fonds de pension. De l'autre, la Cour de justice, à qui on va demander de dire où s'arrête le droit de la concurrence et où est-ce qu'il commence. Et en fait, ces 2 projets s'y paraissent séparés au départ, ils vont se retrouver, le lien se fait simplement parce que, à un moment donné, le service juridique de la Commission, ils sont très forts en droit de l'Union européenne, mais ils n'en savent pas grand-chose sur les systèmes de retraite. Et donc, ils vont se demander, mais c'est quoi un système de retraite ? Quels sont les systèmes de retraite qu'il y a dans l'Union européenne? Et ça tombe bien, il y a une direction générale de la Commission qui est en train de bosser là-dessus et qui leur dit on a une super explication des systèmes de retraite. Les systèmes de retraite en Europe, c'est 3 piliers. Un premier pilier, alors je vais reprendre les définitions,
Un premier pilier obligatoire, par répartition, géré par l'État. Un deuxième pilier par capitalisation, professionnelle. Facultatif ou obligatoire, ça se discute. Et puis un troisième pilier qui est l'épargne individuelle, ça on le connaît bien, puisque ça tombe bien, il y a déjà depuis les années 90, depuis les années 70, et ça s'est renforcé aux années 90, des directives assurances qui régulent ce troisième pilier. Pourquoi géré par l'État? Pardon? Pourquoi géré par l'État, le premier pilier? C'est comme ça. Parce que, alors, c'est pas une œuvre intellectuelle, si vous voulez. C'est. Non, alors, historiquement, si on prend les fonctionnaires de la commission, enfin de la direction, parce que ce qu'il faut bien comprendre quand on fait un peu de sciences politiques de l'Union européenne, c'est que quand on dit la Commission européenne, on identifie, c'est un fantasme, si vous voulez. Il y a des directions générales qui tirent dans des sens très différents. Et donc, globalement, la forte dominante des acteurs anglo-saxons, enfin des acteurs anglais principalement, dans la direction générale qui était dirigée par Léon Brulten, font qu'ils sont inspirés beaucoup de la situation anglo-saxonne, en fait. Et ça colle assez bien pour un certain nombre de pays, ça colle plutôt mal pour d'autres. Voilà. Mais en gros, ça dépend des pays de référence. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le texte de la DG 15 qui est utilisé dit très bien que on a du mal à faire rentrer les trucs dans ces piliers-là. Quand ils commencent à les compter, c'est au début des années 90, ils disent il y a un premier pilier, donc ce premier pilier qui résume à l'État et à la répartition et au caractère obligatoire, ça fait 91%, 92% à peu près de l'ensemble des systèmes de retraite. Donc vous voyez un pilier qui fait 91 pour l'autre qui fait 7 ou 8, c'est pas une description qui est en tant que description scientifique très robuste. Par contre, elle a ce mérite de répondre à un certain nombre de problèmes juridiques qui se posent. Parce que les questions que se pose, alors il faut bien distinguer les questions que se pose la direction générale marché intérieur et les questions que se pose la Cour. Les questions que se pose la direction générale marché intérieur, c'est où est la frontière du second pilier. Le troisième pilier, c'est simple, on l'identifie au champ des directives assurances. Et pour le second, où ça s'arrête, où ça commence. Donc c'est du professionnel, et par nature, le professionnel est par capitalisation. Et en même temps, il faut bien penser que c'est vu comme c'est une frontière politique, c'est-à-dire qu'on sait très bien que dedans, il y a l'idée que le premier pilier, c'est l'État, donc on reconnaît la place de l'État, qui est un acteur, qui a les États membres ayant une place quand même très importante au Conseil des ministres de l'Union européenne, etc. Donc c'est pas dans le champ intellectuel que ça se pose. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait l'État, qu'est-ce que fait la Commission européenne? Dire que c'est du deuxième pilier, ça veut dire, pour les fonctionnaires de la DG marché intérieur, c'est nous qui régulons ce truc-là. Donc, autant poser le plus large possible pour avoir la liberté ou la marge, la compétence la plus large possible. Madame. Est-ce que c'est possible d'expliquer ce qu'est la direction générale, combien il y en a, qu'est-ce qu'elles font, comment elles sont constituées, Alors, les directions générales, alors, c'est en fait, la Commission européenne est structurée en direction générale, avec des fois, la plupart du temps, un commissaire à la tête d'une direction générale, et parfois, si c'est des commissaires importants, ils chapeautent plusieurs directions générales.
Mais là où je veux dire, l'échelle politique de la Commission européenne a tendance à tourner, puisqu'il y a des échéances politiques, les DG, c'est ce qui est de structurant dans l'action publique européenne. Les directions générales, c'est ce qui est structurant. Il y a, je ne saurais plus vous dire le nombre, il faudrait aller sur le site Europa, il doit y avoir 25 directions générales ou une trentaine qui vont être transport, je vais vous dire, environnement, marché. Avant, elles avaient des numéros, après, ils ont eu des noms. Enfin, voilà. Et les commissaires viennent d'où? Alors, les commissaires, ils sont, on va dire, choisis entre le président de la commission, parce qu'on désigne d'abord le président de la commission, et qui c'est le sorte on de consensus entre Le le on Parlement. qui désigne le président. Le on alors, qui désigne le président de la commission. Logiquement, pour Juncker, la dernière fois, ils ont réussi à faire que le parti qui arrive en tête aux élections du Parlement fasse campagne en disant si la gauche gagne, ça sera Schulz, si la droite gagne, ça sera Juncker. Et cette fois-là, Juncker est arrivé en tête et la réunion des chefs d'État a accepté de prendre Juncker comme premier. On n'est pas sûr que ça se reproduira par la suite. Donc il n'y a pas une règle figée dans le marbre qui permettrait de vous répondre à coup sûr. Donc on verra ce que ça donnera cette fois-ci. Voilà. Donc, et une fois qu'on a notre chef, ce chef, il va nommer un certain nombre de commissaires avec des attributions qui doivent être avalisées à la fois par la réunion des chefs d'État et par le Parlement. Et ils seront auditionnés au Parlement. À cet effet. Mais ça, c'est l'aspect proprement politique, puisqu'il y a un contrôle politique sur ces commissaires. Donc, c'est très rare, mais par exemple, la crise de la vache folle, la Commission européenne a été contrainte à la démission, si vous voulez. Mais ça n'est arrivé qu'une fois. Ça, c'est, on va dire, les choses politiques. Mais en dessous, les directions générales s'inscrivent sur le temps long, quoi. Et c'est souvent là où je parle de sociologie de l'action publique européenne. Si on étudie sur le temps long la trajectoire des politiques européennes, il y a une grande pérennité dans la manière dont les directions générales conçoivent leur action, à la fois parce qu'elles disent on ne fait pas de politique, on ne fait qu'appliquer les traités. Et du coup, même si vous changez de commissaire, les principes directeurs de l'action publique européenne ne changent pas énormément. C'est plus la technostructure, parce qu'en fait, il faut une grosse maîtrise des dossiers techniques pour arriver à faire, à mener cette action publique, et donc le coût d'acquisition est vraiment très très élevé. On va dire. Il faut comprendre comment fonctionne le droit européen, etc. Une fois que vous avez fini ça, voilà. Vous avez tendance à suivre une certaine ligne. J'ai répondu à votre question? Ok. Donc, on a je reprends donc mon histoire. On a deux types d'acteurs qui ont deux types de questionnements. D'un côté, ma DG15, donc, qui a comme objectif de définir son marché intérieur des fonds de pension, donc définir les fonds de pension. Et donc cette histoire, elle va commencer avec des premières initiatives qui datent des années 90. C'est long, la temporalité. Ils vont perdre une première fois en 1994, pour vous donner quelques repères temporels. Donc la directive fonds de pension à ce moment-là est enterrée. Pour la petite histoire, comme la Commission a été empêchée par le Conseil de prendre un projet de directive et essayer de repasser par la fenêtre
en faisant une communication, et il y a un arrêt de la Cour qui a barré la voie à cette solution. Ils ont relancé un processus de négociation autour de cette directive, et la directive fonds de pension arrive en 2003. En 2003, on a une directive fonds de pension qui est la première étape où le droit communautaire explicitement, enfin un premier texte contraignant qui dit il y a un premier et un deuxième pilier. Et la directive fonds de pension qui ne change pas énormément de choses, hein, quand on s'est fait un peu peur en disant que les fonds de pension néerlandais ou anglais allaient débarquer en France armés de cette directive, c'est pas ça l'enjeu. Mais elle définit clairement c'est quoi le premier et le deuxième pilier. Et le temps pris, alors on peut se dire c'est parce que les acteurs sociaux se sont mobilisés au niveau européen et ont bloqué effectivement l'aboutissement, mais c'est pas tellement ça en fait. Si on regarde les sujets en débat, c'est beaucoup les assureurs en fait qui étaient inquiets du fait que les fonds de pension viennent manger sur leur territoire. Donc en fait les assureurs en France, par exemple, mais dans beaucoup de pays continentaux, ils sont très forts sur l'individuel. Donc leur crainte de voir débarquer des fonds de pension, c'est un glissement qui passe de l'individuel vers le collectif et qui finalement les prive de leur marché à eux. Vous voyez, c'est pas tellement des mobilisations sociales qui ont ralenti. Alors il y avait certes une certaine inquiétude chez les ministères sociaux, mais le gros, ça a vraiment été des assureurs qui ont beaucoup freiné. Et puis il y avait des choses qui ont perdu de leur pertinence, comme les obligations de congruence. Je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, les États voulaient sauvegarder leur capacité d'agir sur les marchés financiers en obligeant les fonds de pension à acheter des valeurs. Par exemple, si vous êtes en francs, si vous voulez garantir une retraite pour des Français, il fallait acheter des valeurs libellées en francs. Ce qui obligeait les acteurs type fonds de pension à placer sur les marchés financiers français. Comme le franc a disparu, on va dire que ça a perdu un petit peu de sa pertinence, cette histoire. Mais c'est cette histoire qui court, allez, allons-y, des années, de l'année 90, premier texte, un texte qui circule en interne jusqu'en 2003. Et en parallèle, l'autre histoire, c'est l'histoire de la Cour de justice de l'Union européenne, que j'ai un peu annoncée. Et là aussi, il faut bien voir que cette solution des trois piliers, c'est un peu une réponse empirique, enfin c'est une réponse empirique à des questions complexes qui sont: quel est le champ d'application d'un certain nombre de textes? Quel est le champ d'application, par exemple, d'un texte qui s'appelle le 1408-71? Vous connaissez, madame, peut-être, non? Bon, c'est la coordination des régimes de sécurité sociale. Vous savez que c'était le fameux formulaire E111 avant, quand on allait se balader. Et ce régime de coordination, cette coordination des régimes de sécurité sociale, ça permet, si vous avez bossé 20 ans en France, 20 ans en Allemagne et que vous prenez votre retraite en Espagne, que vos droits soient cumulés. Ben oui, mais comme c'est des régimes de sécurité sociale, où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que ça commence? Donc là, il y a un premier enjeu, c'est savoir qu'est-ce qui est dans le 1408-71, comme les gens disent d'une manière un peu charabiesque dans les cabinets. Deuxième question, qui est aussi assez compliquée, c'est la question de où s'arrête, où commence le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Parce que quelque chose sur lequel l'apport de l'Union européenne est quand même assez fort, c'est sur les principes d'égalité de rémunération hommes-femmes. Mais du coup, vous voyez que, par exemple, alors il a été jugé, pourquoi c'est devenu pertinent? Parce que il y a des arrêts qui datent des années 80, des années 90, qui disent que cette jurisprudence est transposable au régime de retraite. De mémoire, c'était pour la possibilité pour les stewards et les hôtesses de partir en même temps à la retraite.
c'est transposable parce que, dans ce cas-là, la pension de retraite sur un régime professionnel est un élément de la rémunération. Donc là, vous avez une deuxième question. Est-ce qu'on est dans l'égalité homme-femme? Donc, quel est le champ d'application de ce texte-là? Et puis, il y a une troisième source de jurisprudence qui va être la question de la concurrence. C'est ce qui était annoncé dans le texte. Sachant que la concurrence repose dans le droit communautaire sur une merveilleuse tautologie. Qu'est-ce que la concurrence? C'est quelque chose qui s'applique aux entreprises. Qu'est-ce qu'une entreprise? C'est quelque chose qui applique le droit de la concurrence. Je fais simple, mais c'est pas si éloigné que ça de la vérité, quoi. Et donc là, ça va être la question qui va se poser à plusieurs occasions. Alors, on est sur notre temporalité des années 90-2000. Hein. Est-ce qu'on est en face d'une entreprise soumise au droit de la concurrence ou est-ce qu'on est dans le champ du droit de la concurrence? Avec une première série de contentieux qui vient plutôt de France et une deuxième série de contentieux qui vient plutôt des Pays-Bas. En France, si je prends le cas, vous avez donc, il y a l'arrêt Garcia qui est un peu plus ancien, qui dans ma mémoire ça doit être 86, et on a l'arrêt Pistré-Poussé qui doit dater de 93, avec une affaire qui est introduite en 91. Qu'est-ce que c'est l'affaire Pistré-Poussé? Pistre et Pousset. Voilà, c'est deux messieurs. Deux requérants. Monsieur Pistre et Monsieur Pousset. Voilà. Qui sont dirigeants ou animateurs, je ne sais plus, du CDCA, le Centre de défense des commerçants et artisans, qui incite donc les commerçants et artisans. Alors c'est plutôt dans le sud de la France, puisqu'il y a eu des affaires qui les opposent à la CAMULRAC, qui doit être la caisse du Languedoc-Roussillon, je crois. Et qui disent donc aux commerçants et artisans, mais arrêtez donc de cotiser à la Sécu. En plus, les directives assurances sont passées, le monopole de la Sécu, c'est fini. Par contre, constituez votre retraite en nous donnant des cotisations, donc on va s'occuper et qu'on va mettre sur un fonds Bahamas. Je ne sais plus quel paradis fiscal. Et donc, en même temps, d'une part, qui s'opposent physiquement à la perception des cotisations, ils vont introduire une demande devant la Cour de justice visant à démontrer que le monopole de la sécurité sociale est contraire au droit de la concurrence. Donc là, on est sur les indépendants. En fait. Donc, première histoire de la première réponse de la Cour à l'occasion de l'arrêt Pistré-Poussé, c'est de dire que non, une caisse de sécu, même pour les indépendants, n'est pas une entreprise, et ceci en vertu de deux éléments. Premier élément, en droit de la concurrence, normalement, pour que vous soyez responsable de votre faute, il faut que vous ayez la liberté d'agir. En gros, il n'y a pas de faute si on ne peut pas vous incriminer la faute. Un peu comme en droit pénal, quoi. Or, si vous êtes totalement soumis à une législation, que vous faites finalement, je serais tenté de dire, que ce que l'État vous demande de faire, alors là, on ne peut pas vous reprocher d'avoir faute. Et donc, à partir de là, premier élément d'exonération, ça va être le fait que les caisses de sécu ne font qu'appliquer la loi, ne font qu'appliquer le droit étatique. Le mot exonération, il peut être mal entendu. Non, mais il n'est pas dedans, hein, c'est moi qui le fais pour faire ça. C'est-à-dire que ça fait, je le dis de manière plus compliquée, non. Ça fait... Non, exonération, ça peut avoir plusieurs sens. Oui, pardon. Le fait que vous ne fassiez qu'appliquer le droit étatique en fixant
le taux de cotisation et le taux de prestation, fait opposition à la qualification de faute. Comme, je serais tenté de dire, comme De faute contre la concurrence. de faute contre la concurrence. Oui, oui, on est dans le cadre du droit de la concurrence, je serais tenté de dire, comme un diagnostic sur votre santé mentale fait opposition au fait qu'on vous applique le droit pénal. Dans le cadre de la folie, bah, vous n'êtes pas responsable parce que c'est une force majeure qui s'impose à vous. Dans le cadre du droit de la concurrence, bah, vous n'êtes pas responsable de porter atteinte à la concurrence puisque de toute façon, c'est l'État à 100% qui vous y oblige. Voilà, c'est un peu le... Ça, c'est pour faire simple, mais c'est un peu la métaphore. Deuxième élément, c'est qu'il y a ce régime manifeste une solidarité. Alors la solidarité, qu'est-ce que c'est? C'est reconnu à partir de 3 éléments. 1, le fait qu'il y ait de la répartition. 2, le fait qu'il y ait des droits gratuits. Droits gratuits, bah, par exemple pour votre service national, pour les années où vous avez élevé vos enfants, etc., etc. Et 3, le fait qu'il y ait de la solidarité interrégime. C'est-à-dire que ces caisses d'indépendants, elles bénéficient, par exemple, de transferts monétaires venant du régime général, ou etc., etc. On appelle la compensation démographique. Donc ça, c'est dans piste très poussée, on a une jurisprudence qui va dire, à partir de ces 2 critères, qui sont 1, l'absence d'autonomie de l'acteur, caisse, 2, la solidarité identifiée par les 3 sous-critères que je viens d'utiliser, ce régime n'est pas une activité économique, n'est pas soumis à la concurrence, et à contrario, ma caisse de sécu n'est pas une entreprise. Je vous ai dit que rétroactivement, la nature de l'entreprise se déduisait de la nature de l'activité qu'elle exerce. Jusqu'ici, tout va bien, c'est simple. Arrive donc en 1994 ou 95, je pense que c'est 95, l'arrêt FFSA. L'arrêt FFSA, qu'est-ce que c'est? C'est... Alors, je replace à cette époque, il n'y avait pas de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les exploitants individuels, les exploitants agricoles individuels. Donc quand vous étiez exploitant individuel d'une entreprise agricole, vous étiez affilié à la MSA, vous aviez un régime de base, c'est pas très important. Et puis pour le reste, bah, il n'y avait rien, sauf que on avait mis en place un régime facultatif par capitalisation. Donc retenons bien les termes, facultatif par capitalisation, réservé aux acteurs, donc aux exploitants individuels, et pour lesquels les assureurs pouvaient concourir. C'est-à-dire tout assureur pouvait proposer son régime facultatif, réservé aux exploitants individuels, par capitalisation. Et tous, enfin, bon, à des degrés divers, hein, le plus important c'était Groupama, hein, puisque c'est une entreprise qui a un lien très fort avec le milieu agricole, mais la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, en fait, qui ne s'appelait pas Caisse centrale puisqu'elle a été la fusion des différents risques date d'après, mais en fait, en gros, la MSA de l'époque avait promu son propre régime. Attention, régime facultatif par capitalisation. Et donc la question qui se posait, c'est que comment appliquer les critères de piste très poussée à cette solution? Parce que ça se complique. On a bien une caisse de sécu. La MSA, c'est une caisse de sécu, même si elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'est clair.
mais elle ne fait pas ce que faisaient les caisses qu'on a vues dans l'époque précédente, dans l'histoire qui serait poussée. Et là, en plus, elle fixait le taux de cotisation et le taux de prestation. Donc l'argument, si vous voulez, qui faisait opposition à l'application du droit de la concurrence, qui est de dire elles ne sont pas responsables parce qu'elles ne font qu'appliquer la loi, ne marche pas. Ce que contestaient les assureurs, c'était un point particulier, qui était qu'en gros, la loi avait fixé la possibilité pour tous les assureurs de proposer un régime complémentaire facultatif par CAPI, mais qu'elle avait dit, elles exonéraient les cotisations sociales que si c'est le régime mis en place par la MSA. En gros, bon, ça fausse un petit peu la concurrence, il faut bien le dire. Alors c'était, pour la petite histoire, une plainte qui était surtout téléguidée par Groupama. Et d'ailleurs, à la fin, donc, Groupama va obtenir la fermeture du régime. Les exploitants individuels auront une période où ils vont choisir dans quel panier ils veulent transférer, vers quel assureur ils veulent transférer Coreva. Et pour tous ceux qui n'auront pas choisi, il y a un décret qui va passer qui fait qu'on les mettra chez Groupama. Donc c'était effectivement une stratégie qui était assez gagnante. Et donc la question qui va... c'est un peu le pendant de piste très poussée. C'est-à-dire que les critères qui ont été utilisés par piste très poussée vont être utilisés dans l'autre sens pour aboutir à la condamnation de la MSA. C'est jamais une condamnation directe, les arrêts de la Cour de justice, parce que c'est en fait là le Conseil d'État qui demande à la Cour de justice comment je dois appliquer le droit européen. Et c'est un petit peu complexe les éléments de réponse, mais elle réaffirme les éléments de piste très poussée en disant, je reprends mes histoires, il n'y a pas répartition. Pour la solidarité, il n'y a pas répartition, c'est de la CAPI. Il n'y a pas de compensation démographique. Et puis, les éléments les droits gratuits ne sont pas très élevés. Il y a bien un fonds social, mais bon, c'est pas énorme. Donc, ouais, si la Cour de justice dit au Conseil d'État, s'ils veulent vraiment le sauver, il faudrait qu'ils gonflent beaucoup l'aspect de ce fonds social. Et puis, en fait, à cette époque, il y a le premier critère, qui est celui de l'autonomie vis-à-vis de l'État, qui va être l'élément déterminant. C'est-à-dire que si une caisse de sécu fixe taux de cotisation et taux de prestation, on est dans l'autonomie. Et donc là, on est potentiellement dans la concurrence. Et là, du coup, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, excusez-moi si c'est un peu compliqué, mais ça l'est à la base, c'est que la MSA n'est pas considérée comme une entreprise pour l'ensemble de son activité, elle est considérée comme une entreprise en tant qu'elle gère Coreva. C'est un élément important parce que ça ne remet pas en cause l'obligation de s'affilier pour le régime de base à la MSA. Dis ce qu'est Coreva quand même. Parce que... Coreva, donc, c'est le nom de ce régime qui avait été spécifique, qui avait été mis en place par la MSA, le nom du régime qui répondait aux critères que j'ai évoqués tout à l'heure, facultatif par capitalisation, etc. Ça va, c'est à peu près clair? Non? Qui a dit non? Qui a dit non? Vous, madame? Alors, qu'est-ce que vous... Non, mais tout ça, tout ce qui se passe au niveau européen, je pense que ça dépasse tout le monde. C'est très compliqué, c'est des instances extrêmement compliquées par rapport à nous, ce qu'on sait de nos propres retraites, c'est des structures qui sont liées à notre pays. Là, on comprend à peu près. Quand ça se passe au niveau européen, il y a tellement de choses en jeu qu'on comprend plus. D'accord, ok. Donc là, je n'ai pas à m'inquiéter sur ma pédagogie. Non, non. Ok, c'est bon. Non, on s'inquiète sur l'Europe. D'accord, ok. Et en fait, donc ça, je vous ai annoncé une première étape de la jurisprudence qui est l'étape française.
La deuxième étape, ça va être, et donc parce que là c'est parce qu'il y avait un potentiel qui était lié soit à des assureurs qui étaient un petit peu en conflit avec des caisses, soit des associations, sans que c'est rien de péjoratif parce que ça correspond à la réalité sociologique, qui était globalement poujadiste et qui était en opposition avec les monopoles de sécurité sociale. Madame. Je m'ai compris, Pistré-Pousset, c'est français? 91, c'est français, effectivement. 93, pardon, date de l'arrêt. FFSA, comme le nom, Fédération Française des Sociétés d'Assurance, c'est français. Donc les deux premiers sont français. Et les deux sont effectivement le pendant, avec un, on sauve la sécu dans le premier, deux, on dit halte là, quoi. Ce que je traduirai maintenant, et pour vous livrer le fin mot de l'histoire, si on regarde, parce que quand je vous disais, c'est une arène politique, la Cour de justice. Ce qui est intéressant, c'est le service juridique de la Commission. Il va renseigner la Cour en lui disant où s'arrête le droit de la concurrence et où commence l'État, on va dire, la place de l'État. Et donc concrètement, il va dire où commence, où s'arrête le premier et le deuxième pilier. On peut se dire que c'est une interprétation, parce que la Cour n'emploie pas les termes premier et deuxième pilier, mais si vous avez accès aux observations qui sont déposées par la Commission, qui sont utilisées par l'avocat général, donc ce qu'on se dit en fait à l'intérieur de la Cour, et ben vous apercevez qu'effectivement on utilise ces termes de premier et deuxième pilier pour qualifier là où s'arrête le premier pilier, donc là où la concurrence est exclue, là où il n'y a pas d'entreprise parce que c'est l'État qui a la main, et là où commence le deuxième pilier, c'est-à-dire là où il y a par principe la concurrence, le professionnel, la capitalisation, et en fait, mot pour mot, c'est le document de travail de 1990 de la DG Marché Intérieur, dont je vous ai parlé, que c'était le premier document qui lançait la directive IRP, qui est utilisé par les services juridiques de la Commission pour expliquer à la Cour là où il faut arrêter la concurrence et là où il faut arrêter le marché intérieur. Donc il y a, si vous regardez dans le détail de la circulation des idées, vous ne pouvez pas faire l'abstraction du fait que ces deux histoires sont concomitantes et qu'elles s'échangent les unes avec les autres. Ce qu'on retrouve dans tout manuel de droit où les gens qui sortent d'une fac de droit maintenant sont en France ou dans beaucoup de pays, et par définition le droit a une certaine place dans la formation des élites, la présentation du système de retraite se fait systématiquement par ces arrêts-là. Donc comme diffusion d'idées, c'est un poids très très fort, qui va au-delà de la simple diffusion d'un référentiel, parce que c'est intégré, si vous voulez, dans une présentation de l'acquis communautaire. C'est-à-dire c'est là où commence la sécu, c'est là où elle s'arrête, etc. Si vous faites une fac de droit, c'est ce que vous apprenez. Fac de droit, c'est pour ça que j'en parle. Donc c'est un élément important, et je pense à ça parce que dans les années 2000, on a dit oui, il y a eu un rééquilibrage de l'Europe qui vient de la prise en compte de la méthode ouverte de coordination. Alors ça, personne ne sait ce que ça veut dire, ni ne se souvient de ce que ça veut dire, mais c'était un truc qui était mis autour de la table, qui était très en phase avec les nouveaux modèles de gouvernance, benchmarking, tous ces machins-là. Et en fait, c'était du non contraignant, et là où la Commission ou les institutions de l'Union européenne ne pouvaient pas prendre des textes juridiquement contraignants, on mettait les gouvernements autour de la table, on leur demandait de dégager les bonnes et les mauvaises pratiques en matière de système de pension. Et puis on disait, ben voilà, faites que les lois, ils sont super, etc., etc. Tout ça, ça a occupé beaucoup de politistes dans les années 2000. Mais moi, je reste personnellement très sceptique sur l'influence de cette méthode ouverte de coordination, parce que pour moi, le principal vecteur de diffusion des catégories de piliers, c'est vraiment le droit européen. Parce qu'il est intégré, je vous dis, quand vous faites des facs de droit, il est intégré direct dans la définition d'un système de protection sociale, sans qu'on prenne la peine de prendre des pincettes pour dire c'est quoi un système de protection sociale. Même quand vous définissez
prenez les manuels de base, hein, quand vous définissez la Sécu, vous faites appel à Pistré-Pucé, Coreva, etc. Enfin, c'est ça, pour définir les acteurs fondamentaux, quoi. Enfin, les points fondamentaux. Alors que la MOC, à part une vingtaine de fonctionnaires en administration centrale, personne ne sait ce que c'est, quoi. Donc c'est de la diffusion d'idées, mais vraiment dans un cercle très restreint. J'en étais là dans l'histoire, et je vous avais promis du néerlandais. Donc les Néerlandais arrivent à la fin des années 90 avec le célèbre arrêt Albanie qui n'a rien à voir avec le pays. Et c'était Y. Ah, c'était un Y à la fin, tout à fait. Comme je ne parle pas néerlandais, je ne vais pas ridiculiser en vous donnant le vrai nom de l'arrêt Albanie. Et c'était en fait je vais dire des bêtises, pareil pour le compte rendu, je reviendrai dessus. Je veux dire, c'est le syndicat des kinés, je crois, un truc dans le genre, qui était obligé de s'assurer un fonds de pension qui était par gestion paritaire, qui était certes par capitalisation, mais obligatoire. Donc on est dans une situation qui est un peu nouvelle, on a de la capi, mais c'est obligatoire, c'est paritaire. Alors, premier ou deuxième pilier? Très bien, madame, vous avez excellemment suivi. Alors, c'est du deuxième pilier, donc dans le langage de l'époque, ça correspond à l'article 90.1, enfin ne notez pas parce que de toute façon la numérotation a changé vu qu'on a changé les traités, mais de toute manière, on a trouvé un élément, donc on dit c'est une entreprise. Notre fonds de pension paritaire, il fixe lui son taux de cotisation, son taux de prestation, donc on est dans une entreprise, le droit de la concurrence, mais comme on reconnaît qu'il a une utilité sociale, en gros qu'il mélange les bons et les mauvais risques, eh bien, on va admettre que l'obligation de s'affilier n'est pas contraire au droit de la concurrence. Donc, on admet une exception dans le deuxième pilier. Et on admet un deuxième pilier où il peut y avoir une obligation de s'affilier. Alors c'est cette troisième étape, il y en a d'autres après, il y en a d'autres avant, hein, mais qui vient un peu nuancer les versions des deux premières. Mais pour correspondre aussi à une situation nationale qui est importante, et comme je vous disais, la Cour est un acteur politique, elle n'allait pas prendre de front l'obligation de s'affilier au fonds de pension paritaire néerlandais parce que c'est un élément important du dispositif. Et que même si on est dans la perspective de développer le deuxième pilier, il faut lui garder une certaine place dans sa spécificité. Alors, troisième étape de l'argumentation. Première étape, je vous l'ai dit, la directive institution de retraite professionnelle, nous voulons de la directive pour pension. Deuxième étape, notre jurisprudence de la Cour, dont je vais essayer de vous montrer qu'on ne pouvait la lire qu'avec la lecture en pilier. Et puis, troisième étape de l'argumentation, et nos régimes français là-dedans. Donc, en gros, c'est la GIRC et l'ARCO. La GIRC et l'ARCO qui voit apparaître, alors, depuis les directives assurance, hein, donc en amont de ça, un choix un peu cornélien, soit s'inscrire dans l'espace de la concurrence, soit s'inscrire et donc mettre en danger l'obligation de s'affilier, soit s'inscrire dans l'espace de l'obligatoire, mais avec un rapprochement nécessaire de l'État.
Donc ça va passer par tout un tas de choix qui sont très techniques, mais qui renvoient à ce questionnement. Est-ce que je suis du premier pilier ou est-ce que je suis du deuxième pilier? Et là, il faut aller chercher un petit peu dans les archives, et on voit que ce n'est pas une projection qu'on peut faire d'une manière universitaire sur les choses, c'est vraiment dans les comptes rendus de décision, on se pose la question en ces termes-là. Est-ce qu'on est le premier ou est-ce qu'on est le deuxième? Si on est le premier, il faut dire qu'on est plus proche de l'État. Si on est le deuxième, il faut dire qu'on est plus proche du marché. Sachant que, je vous parlais des directives assurance, les opérateurs économiques de la GIRC-LARCO, c'est les IP, les institutions paritaires, comme on les appelle à cette époque. Elles ont changé de nom. Et ces IP, elles ont fait le choix de s'inscrire dans les directives assurance pour une partie de leurs activités. Donc, c'est des acteurs spécifiques, qui sont des acteurs de marché, mais dont au final, à la fin de l'histoire, on va admettre qu'une partie de leurs activités est extérieure au marché. Puisque c'est, en gros, si vous êtes en train de mettre en place un régime supplémentaire par CAPI, vous êtes un vrai acteur économique. Si vous êtes dans la mise en place d'un régime AGIRC confédéré par la GIRC et l'ARCO, même si vous savez que les deux régimes vont fusionner, hein, c'est en cours de fusion, et ben vous n'êtes plus un acteur économique. Et donc les débats de toute la décennie 90 vont être autour de est-ce qu'on est le premier et le deuxième ou le deuxième pilier. Et le choix va se manifester concrètement à la fin des années 90, pour tout dire en 2000, quand les régimes français vont demander à intégrer, excusez-moi, le 1408-71, donc, en français, la coordination des régimes de sécurité sociale, et ce qui veut dire qu'ils sont un régime de sécurité sociale, pourquoi pas, mais en précisant qu'ils sont en réalité, au sens du droit européen, le deuxième étage du premier pilier. Donc, ils sont une composante, je le fais simple, ils sont donc une composante du premier pilier. Donc, à ce moment-là, pour se garantir de passer à la moulinette de la concurrence, ils se sont dit, on va être le premier pilier. Et ça a une conséquence technique importante, c'est que dans les années 96, il y a une réforme des régimes complémentaires dans laquelle est abandonnée la part facultative des cotisations AGIRC et ARCO. Si je fais simple, jusqu'à cette époque, un employeur était obligé de cotiser à un certain niveau, à la fois à l'ARCO et à l'AGIRC, pour ses salariés, et s'il voulait faire mieux pour eux, il pouvait faire plus, et il pouvait faire plus par la répartition. C'est-à-dire qu'il y avait une tranche facultative qui permettait d'avoir, à la place d'un régime supplémentaire par capitalisation, un régime par répartition, qui faisait dire à un certain nombre d'auteurs juridiques que la répartition prenait tout l'espace, puisque même le facultatif, vous pouviez le faire par la répa. Vous me suivez? Et en fait, l'enjeu de la suppression de cette tranche facultative, c'est bien, de créer un espace pour la CAPI, évidemment, et de deux, d'établir la frontière du premier et du deuxième. Parce que cette tranche facultative, elle pose un problème avec les catégories intellectuelles du droit européen, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être facultatif et par répartition.
Et le président de l'époque, quand il pond un article dans Droit social, il le dit expressément, la suppression de la tranche facultative aura cette mérite de clarifier nos missions au regard du droit européen. Donc là aussi, ce n'est pas une construction plaquée de l'extérieur par des académiques, c'est bien le discours des acteurs qui se pose cette question, est-ce que je suis du premier, est-ce que je suis du deuxième pilier, etc. Donc, à ce qu'on voit au début des années 90, le discours de Girke et de Larco, c'est celui du ni-ni. On n'est ni du premier ni du deuxième pilier. Et à la fin de la décennie 90, donc en 2000, par le texte par lequel il demande de rentrer dans le 1408-71, eh ben, c'est d'admettre qu'on est finalement du premier pilier. J'ai tenu un peu plus que l'heure pour laisser un peu de place pour les débats. Je crois qu'il est temps que je me tais. Je vais me charger de la modération. Et je précise qu'on arrête à 20h précise, puisque Gaël a un train après, donc on ne va pas prendre de risques. Vous avez 50 minutes. Au tout début, vous avez évoqué un arrêt de 1979 qui était un tournant. Alors, c'est un... Oh. C'est le cassis de Dijon. Voilà, de son vrai nom, l'arrêt Revue Centrale. Alors, j'adore en parler, mais... Bon, bref. J'ai dit que c'est une étape essentielle de la construction européenne. Ça ne touche pas directement la protection sociale. Alors, ça peut être intéressant qu'on en parle. Revue Centrale, c'est le nom d'une boîte de supérettes en Allemagne qui a cette idée géniale d'importer du cassis de Dijon. Cassis de Dijon, liqueur qui tire à 16 degrés d'alcool, si les connaisseurs me reprendront. Et ce qui pose un problème énorme au droit allemand, puisque vous n'êtes pas censé commercialiser des alcools qui font moins de 30 degrés d'alcool. L'argument du ministère de la Santé, c'est un peu comme les cigarettes légères, si vous voulez. Mon consommateur habitué à boire du schnapps à 45, si on lui met du 16 degrés dans les mains, il va surconsommer, c'est très dangereux. Ça, bon, voilà. Il y a une autre branche de l'argumentation qui est très intéressante, qui est plus intéressante, c'est de dire, en fait, comment dire, il y a à ce moment-là, en discussion au Conseil des ministres de l'Union européenne, un texte qui doit réguler le marché européen de l'alcool. Or, ce texte, il est bloqué depuis 15 ans par les États qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais les Allemands disent la chose suivante, enfin, les représentants de l'Allemagne à la Cour de justice disent la chose suivante, pas de texte qui régule le marché, donc pas de marché. Si pas de marché, eh ben non, on ne peut pas importer un alcool d'un pays vers un autre qui ne correspond pas aux droits de ce pays. C'est clair ou pas ? La discussion, le point de vue de la Commission qui va être repris par la Cour, qui va en faire un arrêt extrêmement important, c'est de dire, quand les États ont signé les traités, ils ont admis tacitement que toute marchandise construite conformément à la législation d'un pays pouvait circuler sur l'ensemble du territoire du marché commun. Ce qu'on appelle le principe de reconnaissance mutuelle. Ça veut dire que si les Français ont considéré que ça c'est de l'alcool, vous n'avez pas le droit de dire le contraire, vous devez le prendre. Même chose pour toutes les marchandises en fait. Et après, dans les années 80, ça c'est un truc extraordinairement important dans la construction européenne, parce que la Commission va avoir l'arme pour dire aux États, bloquez nos législations tant que vous voulez, les propositions de loi tant que vous voulez, c'est pas grave, on passera par la fenêtre, parce que la Cour de justice va nous permettre
de débloquer les situations, vous n'aurez pas la possibilité de vous opposer, et donc vous allez avoir les défauts du marché intérieur sans le bénéfice. Et ça, c'est un élément important, parce que cette reconnaissance mutuelle, il faut savoir aussi que dans les années 80, ça a été appliqué au champ de la prestation de services. Donc ça va être aussi un élément finalement par lequel on recoupe sur la question notamment de la circulation des produits financiers, des contrats d'assurance, etc. Et que donc à partir de là, ça va véritablement changer, je serais tenté de dire, l'influence et l'importance de la construction européenne. Et là, vous voyez la force de la Cour, hein, comme on dit toujours les commentateurs qui travaillent là-dessus. Il n'y a pas de négociation politique à la Cour. On a un même référentiel intellectuel qu'est le normativisme, je ne rentre pas dans les détails, enfin tout au moins une même vision du droit, à la fois institutionnellement et au niveau des matières qui sont développées, et ça va beaucoup plus vite pour prendre une décision qu'au Conseil. Certes, ok, il y a 2 ans entre les affaires que j'ai citées, plainte introduite en 91, arrêt en 93, mais comparer ça aux 15 ans qu'il faut pour prendre une directive. Et une directive qui, de toute manière, est tellement le fruit de compromis entre les États que le sens véritable du texte ne sera connu que quand la Cour tranchera pour savoir ce qui est ou ce qui n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où, effectivement, on voit, c'est ce que dit quelqu'un comme Weiler, hein, qui est un prof de Yale. En fait, il y a un dualisme de l'Union européenne. Sa construction politique est très faible, sa construction juridique est très forte. À ça, il faudrait rajouter un autre auteur qui est Streeck, pas comme le monstre vert, hein, mais un Wolfgang Streeck, un sociologue allemand, qui disait, lui, que l'Union européenne est l'exemple d'une intégration négative, c'est-à-dire soit vous construisez un marché en construisant une puissance publique qui chapeaute les États comme l'Allemagne l'a fait quand elle s'est construite, puisque c'était une zone de libre-échange, et quand elle est passée de la réunion d'États autour de la Prusse à un vrai pouvoir fédéral, vous construisez un pouvoir public, et donc vous faites une intégration qu'il dit positive, c'est-à-dire qu'il y a une instance de régulation qui se construit en même temps que le marché. Le principe de la reconnaissance mutuelle, donc ce que je viens de vous expliquer à partir de Révet Central ou Cassis de Dijon, c'est l'inverse. Vous n'avez pas besoin d'une puissance publique. Ce que vous faites quand vous dites si mon produit, ma marchandise, ma prestation de service est conforme à un pays, elle peut circuler partout. Vous faites effectivement une harmonisation, mais qui va se faire que le producteur va mettre en concurrence les différents espaces de régulation et qui va aller là où la régulation est la plus faible en termes de normes sociales, normes environnementales, etc. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et donc, il faut bien comprendre l'articulation entre... Je vous donne la parole juste après. Je prendrai la parole un tout petit peu après toi. Il y a deux éléments, donc. Intégration négative, intégration positive, et dualisme de Weiler. C'est un troisième politiste qui s'appelle Scharf, Fritz Scharf, qui lui fait la synthèse entre les deux, qui dit en fait la véritable force de la construction européenne, c'est d'avoir upgradé la valeur juridique des normes de concurrence. Elle n'a pas créé des normes de concurrence, pardon pour le mauvais français, hein. Elle n'a pas créé des nouvelles normes de concurrence. Il n'y a rien de bien différent de ce qu'on trouve dans le droit français sur ce sujet-là, mais simplement, dans le droit français, vous avez les normes de concurrence et les normes qui portent atteinte à la concurrence ont la même valeur juridique. Le droit social n'est pas inférieur par principe au droit de la concurrence. Dans le droit européen, qui est constitué autour des règles de marché, ça introduit un décalage de puissance juridique. C'est le droit européen constitué par des règles de marché et intrinsèquement parce qu'il y a application directe, parce qu'il y a primauté supérieure au droit national, donc le droit social étant dans le paquet. Vous voyez, ces trois machins, Weiler, Streeck et Scharf, vous permettent de comprendre les enjeux, enfin, à mon sens, de l'Europe. En voyant bien l'effet
de la reconnaissance mutuelle, hein. Il y a renonciation à poser des règles fédérales, on va dire, au bénéfice dès lors que les règles sont admises dans un État, et bien ma foi, il faut les admettre partout. Quand on transpose ça à la circulation des personnes, hein. Alors c'est ce qui se fait avec les travailleurs détachés. La transposition de l'arrêt Cassis de Dijon va dire, dès lors que un travailleur est régi par les règles d'un pays, où qu'il soit en Europe, ces règles sont légitimes. Et donc on peut trouver en France des travailleurs qui relèvent du droit bulgare, puisque le droit bulgare fait partie des droits possibles en Europe. Alors, sur cette base-là, qui va susciter d'infinis conflits, bien sûr, hein, il va y avoir des aménagements en disant « oui, mais il faut quand même respecter le minimum du droit du pays d'accueil, hein ». Mais ce primauté du droit du pays d'origine va être extrêmement destructeur du droit social dans toute l'Europe, évidemment. Dès lors que, à partir de 2005-2006, vous allez voir arriver tous des pays dans lesquels le droit social est relativement faible. Alors, sachant que, là, c'est pas très scientifique, hein, ça demande c'est plutôt une invitation à chercher l'information dont j'ai que quelque chose de disparate. Quand on s'imagine typiquement le plombier polonais, l'usage de la directive travailleurs détachés, c'est plutôt des entreprises qui ont transféré leur siège social. Bien sûr. Et peut-être plus au Luxembourg, si vous voulez, qu'en Pologne. Vous voyez ce que je veux dire ? Déplacez votre siège social et vous n'avez... Enfin, c'est pas plus des Polonais, si vous voulez, les gens. Mais par contre, vous pourrez appliquer ce type d'éléments alors que vous n'aurez même pas besoin de transformer le personnel, quoi. Enfin de changer nominativement les gens, quoi. Ça ira même plus loin, hein. C'est-à-dire que les contrats de travail, maintenant, peuvent être libellés dans le droit choisi par les contractants. Donc, dans l'absolu, il n'y a rien qui interdit à un employeur de me proposer un droit bulgare, absolument rien. Si vous êtes en état de le refuser, vous le refusez, mais si vous ne l'êtes pas, vous l'acceptez. Il y a madame qui a levé la main. Ah, pardon. En fait, le cassis de Dijon, est-ce que c'est comme ça aussi qu'on a perdu le chocolat? Pardon? C'est avec l'histoire du cassis de Dijon qu'on a perdu le chocolat, c'est pas ça? Parce qu'à un moment, parce qu'en France, le chocolat, il faut avoir uniquement du beurre de cacao et pas des cécines de soja, etc. Alors qu'à un moment, on voyait arriver des plaquettes marquées chocolat, qui n'est pas du chocolat pour les Français, mais c'est du chocolat pour d'autres pays Europe, donc on est obligé de les accepter comme chocolat. Alors, là, après 79, parce que ça a changé, 79, c'est que mis sous la pression, si vous voulez, de Cassis de Dijon, les États ont eu tendance à accepter, les États ont eu tendance à accepter plus facilement les directives, puisqu'ils avaient moins le choix, pour le dire comme ça. Donc effectivement, il y a eu pour le coup, à partir de ce moment-là, mais c'est parce que 79 a débloqué tout un tas de choses, que ça a avancé jusqu'en 86, qui est l'acte unique européen. Et l'acte unique européen, je ne sais pas si vous vous souvenez, se fixait comme objectif de terminer au 31 décembre 92 le marché unique. Donc à partir de là, ça a renforcé la voie législative. Donc 79 a mis en place l'épée de Damoclès de la reconnaissance par la Cour. Et du coup, à partir de 86, et puis encore plus à partir de 92, on a vu tout un tas de législations, effectivement, où la Commission a amené une définition européenne des marchés par une voie politique. Effectivement. Alors, vous dire ça par rapport
l'histoire du chocolat, je ne la connais pas. Je peux vous expliquer, enfin, je peux vous raconter un petit peu quelques principes en règle générale, hein, sur ce que fait la... Après, c'est difficile parce que c'est à nuancer suivant les champs, etc. Je pense qu'une grosse erreur est toujours de penser que l'expression « l'Europe nous oblige à faire ça ». En règle générale, l'Europe, c'est aussi un certain nombre d'opportunités pour certains acteurs, mais tous n'ont pas la capacité de s'en saisir, et tous ne savent pas où ils vont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se laisse tromper parfois quand on considère qu'il y a un plan global avec l'Europe, ou qu'il n'y a pas une certaine ambiguïté dans l'Europe. Je vais prendre un exemple, Nicolas Jacquot, J.A.B.K.O., qui a fait un truc qui s'appelle « L'Europe par le marché, une stratégie improbable ». C'est son bouquin. Et dedans, il raconte la construction du marché de l'énergie. Et alors, ce qui est marrant, parce que après, si vous voulez, on a toujours eu l'impression que la France a subi la mise en concurrence du marché de l'énergie. Les premiers à demander le marché de l'énergie, c'est les grands corps d'ingénieurs français. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on est au début des années 80, la France, grâce à son génial programme nucléaire, a des excédents de kilowatts, de mégawatts énormes. Et donc, le marché intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va inonder l'Allemagne avec notre électricité pas chère. Et donc, la Commission, à cette époque, fait une alliance politique, si vous voulez, avec des corps d'ingénieurs qui, en gros, c'est eux qui définissent la politique énergétique française, hein, si on regarde d'un point de vue sociologique. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux l'histoire, l'Europe contre nous. On parle en sciences politiques d'usage de l'Europe. C'est-à-dire cette capacité qu'ont des acteurs à se saisir de l'échelon européen par rapport à des stratégies qui préexistent et qui ont la capacité, oui, d'en faire une ressource. C'est le cas, par exemple, aussi sur les mutuelles. Hein. Les mutuelles ont souvent ce discours que l'Europe nous a été imposée. C'est faux, parce que quand on regarde dès le départ, en fait, il y a bien une décision des mutuelles pour rentrer dans les directives assurance. C'est en amont, hein. C'est les mêmes dans lesquelles, je vous ai dit, les IP sont rentrés. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les mutuelles ou les assureurs, parce que les assureurs complémentaires santé, parce qu'on parle de mutuelles, mais c'est l'ensemble des assureurs complémentaires santé, sont tenus par le droit européen de respecter un certain nombre de règles dites prudentielles. En gros, si vous voulez assurer tant de personnes, vous devez prouver que vous avez financièrement les reins solides. Donc que vous avez tant de milliards, c'est des modes de calcul relativement compliqués. Et ce qu'on dit à tort ou à raison, c'est que mettre ces exigences financières a conduit à ce que vous constatez régulièrement, c'est-à-dire au mouvement de concentration toujours plus important dans le champ des assureurs complémentaires santé et des mutuelles. Je ne reviens pas, MGEN, Harmonie, Vive, etc., etc., etc. Ils ont quand même demandé à y aller, si vous voulez. Alors peut-être que le positionnement des grosses mutuelles, il n'était pas tout à fait le même que celui des petites mutuelles, et que peut-être ceux qui avaient dans l'idée que la concentration est une bonne chose s'en sont plutôt bien tirés de rentrer dans les directives assurance, et ceux qui voulaient garder une autonomie sans faire de réserve financière, eux, s'en sont un peu moins bien sortis. Mais c'est plus par ce type d'explication qu'on peut comprendre ce qui se passe, d'un point de vue sociologique, que simplement avec l'Europe contre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Une politique publique, c'est fait, c'est co-construit, comme on dit maintenant, mais c'est fait avec des acteurs privés, des acteurs publics. Et il y a une certaine asymétrie dans les acteurs qui participent à la définition de ces politiques. Ça, c'est lambda, c'est ce qu'on apprend en première année de sociologie de l'action publique. C'est plutôt ça qu'il faut avoir dans l'idée pour comprendre une politique européenne que simplement... alors, il y a 50 ans, on faisait de la science politique de l'Europe comme ça, c'est-à-dire on disait c'est soit les États qui décident, soit la Commission qui décide.
les observations empiriques et un peu fines ne disent pas ça, quoi. Ils disent que la Commission ne peut faire quelque chose que si elle a des alliances à l'intérieur des États, au-delà des États, etc., etc. Le gouvernement français, hein, pour la directive fonds de pension, il est monté au créneau pour défendre ses assureurs. Donc, on ne peut pas dire que... et du coup, ça ralentit la mise en place d'un marché des fonds de pension, mais on n'est pas dans le marché contre État, forcément, parce que là, finalement, vous voyez bien sur l'histoire des premiers et du deuxième pilier que et l'État est renforcé, et le marché est renforcé. Donc il n'y a pas une opposition un peu simple entre le marché d'un côté, l'État de l'autre, intérêt général contre intérêt particulier. Ça, c'est aussi un peu ce type de vision un peu naïve qu'il faut écarter pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Sylvain avait demandé la parole. Pardon. Oui, alors, comment vous expliquer? C'est que là, on est... Oui, alors en fait, oui, j'ai une question, mais à mon avis, c'est presque une affirmation, mais bon, j'aimerais avoir une confirmation. Par exemple, au regard du droit de l'Union européenne, parce que moi je dis Union européenne, pas Europe, c'est pas la même chose quand même. Donc, au regard du droit de l'Union européenne, je pense que, en gros, si par exemple on mettait, comme ça a été le cas entre 46 et 67, alors peut-être pas tout à fait le cas entre 46 et 67, mais si on mettait vraiment en place, en effet, une caisse de sécurité sociale pour tout le monde, avec et qui définit en effet le taux de prestations, enfin le taux de cotisation et puis les prestations, qui définit elle-même indépendamment de l'État. Bon, là, je pense que ça serait pas possible dans le cadre de l'Union européenne, puisque eux, ils sont dans leurs œillères, etc. Donc, en gros, parce que bon, c'est bien, c'est bien dans les propositions, c'est bien dans les idées de réseau salarial, parce que là, en gros, c'est très intéressant ce que vous avez dit, qu'en gros, il y a à la fois plus d'État et plus de marché. Mais en fait, nous, nos idées, c'est pas plus d'État. Donc, en fait, c'est que... Comment dire? Parce que là, c'est très intéressant que l'étatisation de la sécurité sociale en 96, ça va tout à fait de... C'est pour déposséder, quasiment totalement les salariés de la gestion de la sécurité sociale. Donc là, de toute façon, on est totalement en dehors. C'est hors. C'est juste que si je tenais ce discours à... je ne sais pas comment les désigner, mais bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est... Bon, voilà. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais bon. Je peux rebondir sur 96. Vous savez, l'habitude de gueuler des profs, je n'ai pas énormément de besoin de micro, mais ça va. C'est un micro de saisie, c'est pas un micro qui amplifie, c'est un micro de saisie. Autant pour moi. Alors, 96, oui, c'est un élément important parce que c'est même pas, on n'en a même pas parlé, mais je suppose que ça a peut-être été dit. 96, donc là vous faites référence à la mise en place des lois de financement de sécurité sociale, étatisation du modèle notamment pour l'assurance maladie. 97, oui. Oui. Mais en fait, on est directement dans le 97, les premières lois. Mais la réforme de l'assurance maladie, c'est 96, non? Oui, c'est Juppé. C'est la loi Juppé, oui. Ouais. Et ce que dit expressément Juppé, il faut se remettre dans la chronologie, c'est qu'on fait ça pour être qualifié pour l'euro. Alors, rien à voir avec le foot, c'est qu'effectivement, pour rentrer, en 93, on a Maastricht, vous connaissez les critères des 60% de dette et des 3% du déficit, dont on fait semblant de croire que c'est effectivement le déficit et la dette de la sécurité sociale qui alimentent essentiellement les dettes, puisqu'on va mettre maintenant l'expression au pluriel.
Et c'est objectivement lié avec la construction de la monnaie unique, tout au moins dans le discours de légitimation, où l'étatisation est vendue sur l'idée, comme l'État est le principal responsable devant l'Union européenne de la bonne tenue des finances publiques, alors l'État doit avoir la main sur ce qu'il dépense, et notamment sur ce qu'il dépense dans le champ de l'assurance maladie. Et il ne faut pas oublier qu'après 1996, on a 1997, donc on a le traité d'Amsterdam. Et le traité d'Amsterdam en rajoute une couche, puisque les critères de Maastricht étaient des critères de qualification. Si, en 1999, vous êtes dans les clous des 3% et des 60%, c'est ce qui était dit en 1993, vous pouvez entrer dans la monnaie unique. En 1997, Amsterdam, on dit vous devez en permanence tenir ces deux objectifs. Donc effectivement, il y a un lien entre monnaie unique et c'est un autre élément, puisque en 2005, quand on réforme le pacte de stabilité, le discours alors keynésien tenu par un certain nombre d'acteurs était de dire les critères des 3% et des 60% sont des critères stupides qui ne prennent pas en compte l'investissement. Donc voilà. Donc, bon, très bien, on va réformer le pacte de stabilité pour le rendre intelligent. Et quand on le réforme en 2005, alors ça a eu un faible impact pour la France, mais ça a eu plus d'impact dans les pays de l'Est, on dit la chose suivante, c'est que si les dépenses concernées servent à alimenter la mise en place de régimes de deuxième pilier obligatoires par capitalisation, alors ce n'est pas compté comme des dépenses publiques. Et du coup, vous voyez donc l'histoire du deuxième pilier entrer en lien avec la dimension de politique monétaire et tenue des comptes publics. Donc si vous voulez arriver plus facilement dans les clous des 3% et des 60%, eh ben, vous sortez vos dépenses dans les régimes par répartition dits de premier pilier et vous les mettez dans du deuxième pilier obligatoire par capi, qui ça est un investissement sur le long terme. Ben oui. Madame, vous dites, monsieur qui avait demandé la parole juste avant. Pardon. Et puis après, on retourne là-bas. C'est plutôt... Bon, je découvre beaucoup de choses, donc c'est un peu difficile de poser des questions techniques. Mais question générale, il y a en principe dans l'Europe, il y a aussi un principe de subsidiarité. Oui. La question, c'est comment le principe de subsidiarité ne conflicte, comment il réagit avec le principe de reconnaissance mutuelle. En principe, si on a un bon système, tant qu'on a un bon système de sécurité sociale, ça devrait être ce système qui s'impose, en tout cas en France, sans être mis en question. Si on peut... Bon, enfin, non, mais... Voilà, je pose la question comme ça. Et d'autre part, vous avez dit à plusieurs reprises que la Cour de justice était très politique. Quid de la séparation des pouvoirs et derrière, quel est le rôle du Parlement européen là-dedans? Alors, redites-moi, première question, pardon. Trop vaste. Je peux pas vous répondre. Pourquoi? Parce que la subsidiarité, en fait, a été mise par les États membres comme un frein, si vous voulez. Mais le frein, là, en l'occurrence, si décliné dans mon histoire des régimes de sécurité sociale, il s'oppose, c'est pas un contradictoire. Ça veut juste dire touchez pas au premier pilier. Et ce que réaffirme à longueur de temps la Commission et la Cour, c'est que les États sont maîtres chez eux pour le premier pilier. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc là, il n'y a pas de contradiction. C'est ça où le premier et le deuxième pilier, c'est certes un principe opérateur en matière de protection sociale, mais je serais tenté de dire, c'est aussi surtout un principe opérateur en matière de compétences étatiques et européennes. Union européenne. Vous voyez la chose. Ça, pardon ? En gros, on ne vous touche pas celui-là, mais... voilà, c'est ça. C'est ça. Donc je pense que, après le principe de subsidiarité, il y a un aspect un peu magique dans la pensée juridique. Une fois que vous mettez un truc, principe de subsidiarité, vous réglez rien, parce qu'on ne sait pas où il s'arrête ni où il commence. C'est en gros que ça doit être, un problème doit être résolu à l'étape, à l'étage de gouvernement le plus adapté à la situation. Oui, alors ça va être un élément qui va jouer dans les batailles juridiques entre acteurs qui vont l'évoquer. Quand je dis bataille juridique, je devrais dire juridico-politique ou politico-juridique, qui vont l'évoquer, ce principe de subsidiarité, pour empêcher une mise en place, enfin comment dire, une intrusion de l'Union européenne. Mais ça peut être utilisé aussi pour éviter toute amélioration des normes sociales, la subsidiarité. Et, un certain nombre d'acteurs britanniques l'ont vu comme ça, quoi. Et ça faisait d'ailleurs peut-être plus partie de la définition initiale de la subsidiarité que l'autre version, vous voyez. Alors, ça c'était votre première question. Votre deuxième question, c'est sur la séparation des pouvoirs. Oui, mais c'est l'opportunité. Alors, il y a deux manières de vous répondre. Une qui est plus science politique européenne, qui est de vous dire, en fait, ce que dit Weiler, c'est que politiquement, ça marche le droit. Vous voyez ? Politiquement, la Cour a réussi à poser sa compétence. Ce qui est plus étonnant, c'est ce qu'on appelle, ce que Weiler aussi appelle le paradoxe de l'acceptation. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi est-ce que nos juges nationaux, je dis les juges nationaux, sauf le tribunal constitutionnel allemand, qui a fait de la résistance assez efficacement, se sont dit je vais appliquer le droit européen plutôt que le droit national. Ça, c'est un paradoxe qui est assez intéressant. Enfin, le paradoxe, c'est pourquoi est-ce que ce changement d'allégeance, on serait tenté de dire, par rapport au droit entre le droit national et le droit européen. En fait, parce que c'est pas si contradictoire que ça. Au sens où j'ai parlé rapidement, alors je regarde ma montre parce que je sais que quand ça part là-dessus, je peux dépasser 2 heures. Mais en gros, à partir, il y a une très bonne historienne du droit qui s'appelle Marie-Joëlle Rodor, qui explique que depuis les débuts de la Troisième République, les juristes ont toujours cherché un moyen d'encadrer l'errance des pouvoirs élus. En gros, du Parlement qui fait un peu n'importe quoi. Et que donc, pendant très longtemps, ils l'ont trouvé dans la jurisprudence du Conseil d'État qui pose les limites à l'action du législateur, du Parlement, des élus, etc. Ils l'ont, à partir des années 50, 60, on va dire, il y a une certaine vision du droit qui devient dominante dans les facs de droit, c'est ce qu'on appelle le normativisme. Le normativisme, c'est ce que vous apprenez quand vous faites la première année de droit, c'est que le droit, ça ressemble à une pyramide. Il y en a qui... voilà, madame a dit le mot magique, la hiérarchie des normes. Le droit est hiérarchisé comme une pyramide. Au sommet, je mets la Constitution, ok. Après, je mets les lois, après, je mets les règlements, après, je mets les arrêtés, enfin, tout ce que vous voulez. Et les rapports, c'est un juriste autrichien, Hans Kelsen, qui met ça en place. Et en fait, chaque étage doit être totalement conforme à ce qui est au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en gros, les arrêtés doivent respecter tout ce qu'il y a au-dessus, etc. Et l'intérêt de cet élément, qui a pendant très longtemps a été rejeté par la tradition juridique française, qui par exemple ne reconnaissait pas la valeur juridique d'une constitution. Une constitution, c'était un texte qu'on ne pouvait pas invoquer en justice. Jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel,
au tournant des années 70, d'abord en 1971 par un arrêt qui est fameux, une décision qui est fameuse, et puis en 1976 par l'ouverture du recours, eh bien, va mettre en place une effectivité du droit constitutionnel. Ce qui est intéressant, et pourquoi je parle de ça, c'est qu'au même moment se met en place l'effectivité du droit constitutionnel, et ça c'est le Conseil constitutionnel qui va le faire, et l'effectivité du droit européen, et ça c'est la Cour de justice qui va le faire. Et que ces deux éléments, qui sont effectivité de la Constitution et effectivité du droit européen, s'inscrivent dans cette tradition intellectuelle de trouver des contrepoids ou un encadrement aux errances du suffrage populaire. Et je pense que c'est ça qui peut expliquer, c'est ce qu'un certain nombre de sociologues disent, hein, qui peut expliquer que les juristes aient vu, et les juges, dans cette communauté professionnelle, aient vu dans le droit européen comme dans le droit constitutionnel une manière d'encadrer, si vous voulez, les pouvoirs élus. Donc, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais c'est une des réponses qui permet de comprendre ce paradoxe de l'acquiescement, comme Weiler l'appelle. C'est-à-dire, pourquoi expliquer que, finalement, l'effectivité, la suprématie du droit européen soit passée sans trop de problème, quoi. Parce que ça n'est pas du fait qu'on le prend comme une constitution européenne. Non, mais... Ça vient, alors, ça dépend ce que vous appelez constitution. Si vous réduisez la constitution à quelque chose qui a une valeur juridique supérieure à la loi, oui, c'est une constitution. Puisque, par définition, tout le droit européen a une valeur juridique supérieure à tout le droit national. Donc, c'est ça ce que Sharpe appelle la constitutionnalisation du droit de la concurrence. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, à partir d'un pouvoir national, défaire ce qui est fait au niveau européen. Ce qui, en France, date des arrêts Jacques Vabre de 75 et 91 Niccolo, enfin, peu importe. Mais c'est ça, ce basculement. Mais ce qui est intéressant, pour moi, c'est de voir la concomitance entre droit constitutionnel, effectivité du droit constitutionnel et effectivité du droit européen, et de montrer que ces deux mouvements ne sont pas contradictoires, mais qui sont, à mon avis, assez convergents. C'est-à-dire... cette tradition dont parlait Marie-Joëlle Redor d'encadrement des pouvoirs élus, et puis cette victoire du normativisme au point de vue intellectuel. C'est-à-dire qui suppose un certain état des rapports entre suffrage, pouvoir élu et pouvoir juridique, quoi. À gauche, on avait au moins une prise de parole, là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait demandé avant. Non, c'est bon, vous m'avez dit. Oui. Non, vous avez dit, on parlait encore au tout début, qu'on trouvait le meilleur et le pire dans les textes juridiques de l'Union européenne. Il fallait qu'on trouvait le meilleur et le pire dans les textes juridiques de l'Union européenne, et que le tout était de faire la différence entre ce qui avait valeur contraignante et ce qui était un peu des jolies paroles. Et je ne sais pas si beaucoup de gens les lisent, mais j'ai lu un truc qui m'a beaucoup fait rire. C'est les recommandations du Conseil à la France, les GOPE, là, les grandes rotations de politique économique, chaque année. Là. Ils ont changé de nom, je crois. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Chaque année, les recommandations adressées à chaque pays, et celle adressée à la France en 2018. Donc c'est le truc classique, assouplir le droit du travail, déficit budgétaire, gna 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 gna. Et au milieu de tout ça, dans l'ensemble, le système de protection sociale produit de bons résultats. Les inégalités de revenus après transfert sont inférieures à la moyenne de l'UE, et malgré une augmentation récente, le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale demeure relativement faible. Et après ils reprennent, déficit budgétaire, assouplissement de... J'ai trouvé ça mais génial, quoi, enfin, c'est soit de la schizophrénie, soit de la mauvaise foi, de dire votre truc marche super bien, il faut le démolir. Enfin, Non, mais ça vient de la manière dont c'est écrit. C'est un compromis. Tout texte doit pas être lu comme s'il y avait un acteur unique qui avait un discours unique. C'est un compromis politique entre les acteurs nationaux qui vont coécrire, si vous voulez, le texte et ce que dit la Commission. Donc elle sait aussi...
ne va pas parler à la France de la même manière qu'on parle à la Bulgarie aussi, parce que le poids de l'État fait que on va prendre des pincettes ou pas, quoi. Donc vous voyez, même si... C'est pour ça que ces textes-là, moi je me méfie de leur lecture ou de leur utilisation, parce qu'ils ont cette vertu de dire tout et leur contraire. C'est la même chose sur tout un tas de choses. Parce que, en fait, quand on est là, si vous regardez un arrêt de la Cour, si vous regardez une directive, si vous regardez un règlement, après, il y a des dispositifs. Après, ça dit ce qu'on va faire et ce qui est contraignant et ce qu'il faut faire comme norme. Ce type de texte, on peut se choquer qu'il y ait par exemple, 15 gouvernements aient un discours néolibéral au niveau de l'Union européenne, mais si ces 15 gouvernements sont néolibéraux, qu'est-ce que ça a de surprenant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'effet Rotary Club, quoi. Si vous faites une assemblée de gouvernements orientés qui considèrent que le marché est une très bonne chose, ce qu'ils vont dire, c'est que le marché est une très bonne chose. Mais vous n'aurez pas démontré que le Rotary Club, c'est l'endroit où se fait la politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'artifice dans lequel on tombe, de croire que l'Europe décide de ça. Mais l'Europe décide de ça avec des gouvernements qui pensent que c'est une bonne chose. Donc après, il y a ce côté de blame avoidance, c'est-à-dire de refiler le fardeau à l'Europe pour dire, enfin à l'Union européenne, et de dire que la Commission nous a obligés à faire ça. Oui, mais parce que c'est même un compromis avec la France, et c'est un compromis à l'intérieur de la France, entre des acteurs qui vont exiger la reconnaissance un peu formelle des nanana, ce que vous trouvez là, et puis derrière vous trouverez oui, mais on fait ça pour trop cher. Oui, c'est bien parce qu'on évite la pauvreté, mais on le fait pour trop cher. Vous voyez ce type de basculement qui fait, de balancement plutôt, dans les arguments. Madame, ce sera sûrement la dernière intervention, il reste 6 minutes. On a dit que le pilier 1 représentait 92% des retraites versées en Europe. Hein, et c'était il y a 20 ans. Hein. Voilà, c'était ma question. Ouais. Combien représente donc le 2 et le 3 et comment ça évolue? Oula Bernard est plus qualifié que moi pour vous répondre à ça. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est dans les notes de bas de page, parce que ça, c'est un document de travail des années 90 de la Commission et de la fameuse direction générale qui était en train d'essayer de faire prendre la directive institution de retraite professionnelle. Et il disait que bon, les Agir Carco, qui est quand même assez conséquent, même si c'est du deuxième pilier, en fait, c'est du premier pilier. Donc dedans, par exemple, dans la définition, si vous voulez, il y avait quoi alors, il disait 91... Oh là, je vais dire des bêtises. Tu te souviens un peu ou Non. Il y avait, de mémoire, devait y avoir 3% pour les produits individuels, mais vraiment limité non pas seulement à l'assurance vie, mais au compte notionnel, enfin l'équivalent des comptes notionnels. Il devait y avoir, ça faisait pas 100%, parce que dedans ils avaient sorti des mécanismes d'assistance sociale, enfin, donc qui n'étaient pas pris en compte. Mais il faudrait retrouver le texte et puis il faudrait rebâtir ça à partir des années, enfin de ce que ça fait maintenant. Mais là, comme la perspective était historique et que c'était ce qui était dit à l'époque, c'est en ce sens-là que j'ai cité ces chiffres. Oui, mais l'enjeu me semble moins être le poids relatif du premier et du second pilier que la signification du premier pilier. Parce que si le premier pilier, ça devient du revenu différé alors que c'était du salaire continué, le poids statistique peut rester le même, mais la signification a complètement changé. Hein. C'est ce que je soulignais la dernière fois en disant que le maintien des régimes complémentaires dans le premier pilier n'était pas forcément une très bonne nouvelle. Hein. En tout cas, la remarque de Sylvain tout à l'heure montrait bien effectivement
l'absolue incapacité de ceux qui ont créé ces critères à penser en dehors de État et marché, quoi. Il y a ce qui est quand même faire une violence considérable aux constructions sociales des différents pays. Madame, peut-être on a juste le temps pour une dernière question. Ah d'accord, très bien. Une dernière question. Quand vous dites au niveau de l'Union européenne, on essaye de tempérer l'expression de la volonté populaire, du suffrage universel. J'ai dit ça quand j'ai cité Marie-Joëlle Redor, elle parlait des juristes de la Troisième République franco-française. Si j'ai essayé de dire que le fait par lequel des juges nationaux se sont mis à accepter le droit européen, ça ne correspondait pas tellement au contenu de ce droit qu'une stratégie, comme je parlais tout à l'heure, d'usage de l'Europe, qu'une stratégie qui préexiste, c'est-à-dire de trouver par le droit, par l'instance judiciaire, un contrepoids aux politiques, pour le dire de manière délicate. Et c'est ça, je veux dire, l'Union européenne manifeste cet élément-là, mais par exemple, si vous vouliez une politique qui soit absolument en contradiction avec des règles néoclassiques, que vous sortiez de l'Union européenne pour faire ça, demain matin, le lendemain, vous apercevez que le Conseil constitutionnel vous empêche tout autant de faire une politique qui ne soit pas néoclassique. Et véritablement, si vous prenez la jurisprudence de la Conseil constitutionnel, et peu de gens s'y penchent, je peux vous assurer que les présupposés en matière économique qui sont contenus dans des arrêts, enfin dans les décisions du Conseil, sont... Il n'y a pas du tout besoin de l'Europe, hein. Franchement. Hein, mais il serait plus simple de reprendre la main sur le Conseil constitutionnel que de changer l'Europe. Après, c'est une question politique. Regardez, c'est une question politique. Regardez le poids de la Cour suprême aux États-Unis. Alors, la France, parce que c'est une histoire plus récente, n'a pas cette légitimité-là. Mais je pense que ça montre bien que que l'Union européenne n'est pas le seul élément, vous voyez. Cette histoire, par exemple, moi, ce qui m'avait intéressé dans ma thèse, c'est l'impensé que constitue le normativisme dans les pensées critiques. C'est-à-dire que vous trouverez... Merci de me rappeler. Vous trouvez très peu d'éléments chez les penseurs critiques pour se poser la question, pourquoi cette pensée-là à l'intérieur du droit est devenue quasi hégémonique, hein, parce que quand je vous dis la pyramide, il n'y a pas d'option, hein, la manière dont on présente les faits. Alors que par exemple, si vous voulez un contrepoint à la pyramide, tel que on la montre, on peut s'inspirer de la sociologie du droit de Weber, mais l'ordre public social, c'est le contrepoint de la pyramide. L'ordre public social, ça veut dire... Dans la pyramide, vos normes, elles sont hiérarchisées les unes par rapport aux autres du fait de leur place, c'est-à-dire la Constitution est toujours supérieure à la loi, etc. Le principe d'ordre public social, vous le connaissez peut-être, hein, le principe de faveur en droit social, c'est qu'on applique la norme, non pas la norme supérieure dans la pyramide, mais la norme qui est la plus favorable aux salariés, qui est une autre forme de construire cette hiérarchisation par rapport au contenu du droit et pas par rapport à sa place formelle dans la pyramide en question. Et ça, c'est un élément fondamental et dont on retrouve très peu d'éléments de réflexion, sauf Weber, j'ai cité, qui est mort et enterré depuis bien longtemps, Suppiot, peut-être, qui écrivait des trucs comme ça dans les années 90, quoi. Mais à part ça, en termes de penseurs critiques, on trouve très très peu de réflexion sur le droit. Merci Gaël. Merci beaucoup. Et merci à vous.
vous, si vous ne recevez pas notre newsletter concernant ce séminaire, laissez votre adresse mail à la table, on s'en prend. Et sinon, on se voit. Le 6 mai, et ce sera Nicolas Castel avec Lucie Aproberts, qui est une spécialiste de la sécurité sociale aux USA.